Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous conter la fabuleuse épopée de Louis Vuitton. Un jeune homme qui a débuté dans la vie en tant que sans-abri, avant de devenir le matelier de luxe le plus prestigieux de la planète. Installez-vous donc bien confortablement et tamisez les lumières car ce récit passionnant commence tout de suite. Louis Vuitton a vu le jour le 4 août 1821 à Anchet, un tout petit village de 148 habitants perdu au beau milieu des montagnes boisées du Jura. La vie était dure dans ce petit hameau coupé de tout, et la famille Vuitton tentait de survivre tant bien que mal face à la misère, à la rudesse du climat et aux disettes. Tant qu'on avait du bois à faire brûler dans la cheminée et des légumes pour faire la soupe, tout allait bien. Mais ce n'était hélas pas le cas tous les jours et l'ambiance dans la vieille chaumière familiale était rarement joviale et chaleureuse. Le petit Louis grandira et passera ainsi les premières années de sa vie dans un dénouement quasi total. Et malgré le travail acharné de ses parents, la famille n'arrivait même pas à se nourrir correctement. Xavier le père était un homme à tout faire, qui travaillait lorsque cela était possible comme meunier, menuisier ou agriculteur. Corinne la mère était chapelière et passait ses journées à confectionner des couvre-chefs ou à retaper de vieux chapeaux contre un salaire misérable. Mais malgré leur extrême pauvreté, le petit Louis se sentait plutôt bien au sein de sa famille, qui, faute de lui assurer un confort matériel, l'ont abreuvé d'amour et d'attention. Le petit Louis vivait donc tranquillement avec ses chers parents, et même s'il n'allait pas à l'école et passait ses journées à aider dans les champs, il était plutôt heureux. Malheureusement, le décès brutal de sa chère maman, emporté par la maladie, viendra bouleverser profondément toute l'existence du jeune garçon. Son père se remaria très vite et il s'avéra tout aussi rapidement que sa belle-mère était une sale sorcière qui faisait tout pour lui gâcher la vie. Poussé à bout par cette femme méprisable et cruelle, le petit Louis, qui n'avait guère plus de 13 ans, se décida finalement à quitter la maison de son père, se promettant secrètement de réussir dans la vie et devenir un homme riche et respectable. Le jeune garçon entreprit alors un long périple qui allait l'emmener jusqu'à Paris, un voyage de plus de 400 km qu'il n'avait que ses petits pieds pour accomplir. Le petit Louis erra ainsi durant de longues années, sans le moindre sou en poche et avec un vieux manteau tout rapiécé comme seule protection contre le froid. Il marchait sur les chemins et les sentiers le matin et dormait dans les bois la nuit venue, souvent le ventre vide. N'ayant pas d'argent, le jeune garçon se contentait uniquement de ce que la forêt voulait bien lui offrir. Quelques champignons chétifs mais savoureux, quelques châtaignes ou des noix glanées sur le sol et des baies, framboises mûres et fraises des bois. Le petit Louis faisait parfois escale dans des villages où il pouvait offrir ses services à des artisans moyennant un petit salaire journalier. Il apprit ainsi à façonner le métal avec des forgerons et à travailler le bois avec des menuisiers. Petit à petit, il a acquis d'autres compétences dans la taille de la pierre avec des sculpteurs mais aussi et surtout dans l'art du tissage et du textile. À l'âge de 16 ans, Olivier Vuitton débarque enfin à Paris après avoir franchi plus de 400 km à pied et visité des centaines de villes et de villages. Son long périple avait duré 3 ans, mais il avait acquis tout au long de ce parcours de très précieuses compétences qui allaient certainement lui servir dans la capitale. Nous sommes en 1837 et Paris est en pleine révolution industrielle. Un artisan au doigt adroit était donc très recherché. Le jeune garçon trouva ainsi très vite une place d'apprenti chez Monsieur Maréchal, un maletier respecté de la capitale qui fut séduit par son talent et sa vivacité d'esprit. Le vieux maletier le prendra alors sous son aile et lui apprendra toutes les ficelles du métier, et le jeune Louis deviendra alors l'un des meilleurs artisans de Paris. Fort de son succès et de sa renommée, Louis Vuitton finit par quitter Monsieur Maréchal pour se mettre à son compte, au plus grand dam de ce dernier. Louis ouvre alors sa propre boutique de maletier, rue Neuve des Capucines, où il compte de plus en plus de clients. Car avec la révolution industrielle et le boom ferroviaire qu'elle a engendré, les voyages sur de longues distances sont beaucoup plus fréquents. Et les gens auront bien évidemment besoin de bagages pour ranger leurs affaires. Les malles de voyage étaient donc des objets très recherchés, et Louis Vuitton accumulait les commandes qu'il traitait pourtant toutes avec la plus grande rigueur. Son talent était inégalable, et se reflétait non seulement dans la beauté et l'esthétique des malles qu'il fabriquait, mais également dans toutes les innovations qu'il y apportait. Louis Vuitton avait en effet remarqué que les malles et les bagages, qui étaient à la mode à l'époque, avaient toute la fâcheuse tendance à être bombés sur le dessus. L'ingénieux maletier eut alors l'idée très simple mais ô combien lumineuse de fabriquer des malles totalement plates, les rendant ainsi facilement empilables et pratiques pour les voyageurs. La robustesse et l'excellente facture de ses bagages font de Louis Vuitton l'un des artisans les plus célèbres de la capitale. Et les échos de sa renommée finirent par atteindre les plus hautes sphères de l'État. C'est ainsi qu'en 1852, Louis Vuitton est officiellement nommé fabricant des malles pour les toilettes de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III.
Dès lors, la gloire et le prestige de l'artisan dépassent les frontières et les malles fabriqués par lui deviennent de véritables objets de convoitise au sein des gens les plus fortunés de la société. En 1859, les malles estampillés de la marque Louis Vuitton sont des objets de luxe et l'entreprise compte déjà une bonne vingtaine d'employés à temps plein. Les affaires sont bonnes pour le jeune artisan aux doigts de fée qui gagne énormément d'argent grâce aux ventes de ces malles fabriquées sur mesure. L'épopée de Louis Vuitton allait se poursuivre les années suivantes dans le faste et le succès, jusqu'en 1870 où tout bascula hélas pour le jeune artisan. Cette année-là fut en effet celle de la terrible guerre franco-allemande, et avec elle l'exode de centaines de milliers de Français qui fuyaient leur maison à l'approche des troupes prussiennes. À la fin de la guerre, les réfugiés qui sont retournés chez eux trouvèrent leur demeure en ruine ou complètement pillée. Ce fut le cas également pour Louis Vuitton et sa famille, qui découvrirent à leur tour que l'atelier et la maison familiale avaient été mis à sac par les soldats allemands. Tous les meubles, les outils et tout ce qui avait de la valeur avaient été dérobés, et les fenêtres et les portes des bâtiments avaient été défoncés pour la plupart. Pourtant, malgré l'abattement qui s'était emparé de lui de prime abord, Louis Vuitton décida de ne pas baisser les bras, et avec une véritable mentalité de vainqueur, il entreprit de tout reconstruire à zéro. Certes, cela allait s'avérer extrêmement difficile, d'autant plus qu'il devait tout faire sans l'aide des ouvriers qui travaillaient pour lui à l'époque, car ils étaient pour la plupart soit morts, soit perdus à cause de la guerre. Mais malgré toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face, l'increvable Louis Vuitton réussit à relancer son entreprise en l'espace de quelques années seulement. En 1885, Louis Vuitton devient une marque déposée et internationale, puisque la première boutique hors de France ouvre ses portes sur Oxford Street à Londres. Elle sera suivie par celle de New York, puis de Philadelphie, la marque ayant un immense succès outre-Atlantique. En 1888, les malles et les bagages estampillés Louis Vuitton sont des produits si recherchés et si prestigieux que les contrefaçons commencent à émerger ici et là. Des artisans maltiers n'ayant pas la renommée de Louis ont en effet décidé de faire passer leurs malles et leurs bagages pour des produits Louis Vuitton. Beaucoup de clients se faisaient ainsi avoir par ces marchands peu scrupuleux, et cela nuisait donc énormément aux affaires. Louis Vuitton imagina alors un procédé très simple mais très efficace pour lutter contre toutes ces copies frauduleuses. Il adopta en effet un nouvel imprimé de damier beige et brun avec l'inscription « Marque Louis Vuitton déposée », ce qui rendait dès lors ses malles et ses bagages reconnaissables entre mille. Pendant les années qui suivirent, l'entreprise de Louis Vuitton continua de prospérer, mais l'âge se faisait sentir pour Louis, qui éprouvait de plus en plus de mal à gérer l'atelier de fabrication. Le vieil artisan décida donc qu'il était grand temps d'initier son fils Georges aux affaires, afin qu'il puisse un jour reprendre le flambeau et assurer la continuité et la prospérité de l'entreprise. Sans surprise, Georges Vuitton se révéla être aussi talentueux que son père, et très rapidement il acquit une maîtrise quasi totale de l'art de fabriquer de splendides bagages. Louis Vuitton était vraiment heureux de voir que son fils était devenu un excellent artisan, et surtout qu'il avait l'étoffe et la carrure d'un bon chef de clan. Il pouvait ainsi mourir heureux, car l'avenir de la famille et de l'empire qu'il avait créé de ses propres mains était enfin assuré. C'est ainsi que le 27 février 1892, Louis Vuitton s'éteint à l'âge de 70 ans, entouré par sa famille qui avait été à son chevet jusqu'au tout dernier moment. L'homme qui avait été un sans-abri avant de devenir le meilleur maltier du monde a légué un empire à son fils Georges, qui lui succédera à la tête des affaires. Le jeune homme fera de son mieux pour développer ce précieux héritage, tout comme son père aurait voulu le voir faire de son vivant. Il passait de longues heures à l'atelier sans se lasser, voulant examiner minutieusement toutes les étapes de fabrication dans le but de livrer des produits de très haute qualité. Georges Vuitton inventera en 1896 la fameuse toile révolutionnaire monogramme LV, qui deviendra alors l'emblème de la marque Louis Vuitton et un symbole pour tous les aficionados de la marque. Reconnaissables entre mille, les malles et autres contenants estampillés Louis Vuitton sont aujourd'hui synonymes de luxe et de raffinement. L'empire Louis Vuitton, qui fait maintenant partie du groupe du milliardaire Bernard Arnault, ne connaît pas la crise et ses bénéfices nets sont en constante augmentation d'année en année. La marque doit hélas toujours compter sur des contrefaçons chinoises qui inondent le marché du luxe et qui nuisent très sensiblement à son chiffre d'affaires et à son image de marque. Mais toujours est-il que le prestige qu'offre cette marque à ses clients et surtout la fabuleuse histoire qu'il y a derrière sa création font que Louis Vuitton restera à jamais comme le symbole du luxe et du raffinement.